Eh bien, c'est parti. Je crois qu'on a retrouvé tous nos participants pour cette table ronde. Quels emplois bas carbone pour la filière électrique d'ici à 2050? 600 000 personnes travaillant en 2018 pour la filière électrique. 200 000 personnes supplémentaires devraient rejoindre la filière d'ici 2030. Donc, ça fait beaucoup de personnes à accueillir. Beaucoup de métiers en tension également, beaucoup de concurrence entre les entreprises et les filières. On a entendu parler avec Madame la Ministre ce matin d'un plan Marshall pour les métiers du nucléaire qui sera annoncé demain. Comment attirer les jeunes et réorienter les moins jeunes vers ces métiers en tension également? Eh bien, c'est ce que nous allons évoquer. Nous parlerons aussi de féminisation, d'inclusion et voilà, de formation et aussi faire en sorte de les garder, toutes ces personnes que l'on forme et que l'on accueille dans les différentes entreprises. Pour en discuter, Rachel Bécu, merci d'être avec nous, chef de service auprès du délégué à l'emploi et à la formation professionnelle, au ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Moussa Camara, qui est tout au bout, président fondateur Les Déterminés. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Christine Gavini-Chevet, rectrice de l'Académie de Normandie. La Normandie est bien représentée à cette table ronde. Frédéric Petit, président de Siemens Gamesa France, et vous nous parlerez également de l'expérience en Normandie notamment. David Marguerite, vice-président de la région Normandie, en charge de la formation et de l'orientation, président également de l'agglomération du Cotentin. Et pour introduire nos échanges et cette table ronde, Xavier Pichazik est à mes côtés, président du directoire de RTE. Alors on a beaucoup parlé de réseau depuis ce matin, d'importance des réseaux au cœur, et là on va l'aborder sous l'angle des compétences. Vous allez bientôt partager le prévisionnel de RTE pour la période 2023-2035. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que, voilà, on avance un peu, ce que disent ces prévisions sur le sujet des acteurs de la filière électrique, la crise énergétique qui met certainement aussi en avant de nouveaux besoins pour la filière et des impacts sur les compétences. Voilà, je dis, c'est un peu une vaste question pour vous pour introduire nos échanges. Merci à vous, bonjour à tous. Oui, on a publié hier le bilan de la concertation qui fonde nos travaux sur nos projections du bilan prévisionnel 2035. Et dans quelle situation on est? Alors vous vous souvenez tous de Futur énergétique 2050. On se retrouve sur la borne haute des projections de consommation qu'on avait publiées il y a 2 ans. Et alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur la borne haute? Parce que depuis 2020-2021, il y a 2 choses qui ont changé. La première chose, c'est que le Fit for 55 a été approuvé. Et le Fit for 55, c'est un effort de décarbonation très accéléré, puisque c'est moins 55% d'ici 2030. Et 2030, c'est dans 7 ans, c'est demain. Voilà. Donc c'est ce fameux mur voilà, qui est devant nous. Moi, j'avoue, je crois qu'Antoine Armand est parti. Je n'aime pas trop le mot mur parce que ça donne un côté qui est infranchissable et moi, je déteste qu'on parte perdant. C'est un défi aussi, c'est un côté challenge. Athlétiquement, alors, ça peut avoir du sens. Alors, si vous permettez, je n'utiliserai pas le mot mur. Donc il y a ça qui a changé, et donc ça veut dire que comme il faut qu'on se décarbone encore plus vite que prévu, et ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'électrifie plus vite que prévu. Alors il n'y a pas que l'électricité dans la vie, il y a aussi les bioénergies, etc. Mais enfin, l'électricité, elle va prendre sa part, et donc c'est le premier défi. Et puis il y a aussi la deuxième chose qui change, c'est les conséquences du conflit en Ukraine et de la guerre. Qui a quand même beaucoup d'impact et qui accélère d'une certaine manière la volonté de l'Union et de la France de relocaliser tout un tas d'industries d'énergie, mais aussi tout un tas d'industries tout court. Donc on ajoute à la décarbonation des industriels la relocalisation de nouvelles industries, de nouveaux emplois. Alors c'est une bonne nouvelle pour les emplois, pour le PIB, etc. Mais ça veut dire que ça va soutirer plus d'électricité. Et ces 2 grandes nouvelles ambitions, qui sont des ambitions en fait qui viennent de notre politique au niveau communautaire et au niveau français, et ça fait qu'on est dans des projections de consommation qui sont hautes. J'en profite pour dire devant cette assemblée du monde de l'énergie que RTE ne fait jamais de prédiction. On me dit, mais en 2015 ou en 2012, vous êtes trompé dans vos prédictions. On ne fait jamais de prédictions parce qu'en fait, Madame Irma n'existe pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les paramètres des politiques publiques et on intègre les ambitions politiques du moment. Et on se dit, si nous voulons atteindre cette ambition, alors il faudrait que.
Je fais cette précision méthodologique. Et aujourd'hui, si nous voulons atteindre les ambitions du Fit for 55, et si nous voulons atteindre nos ambitions de réindustrialisation nationale et de décarbonation, alors oui, lorsqu'on demande au secteur économique, les courbes de consommation que l'on projette, elles sont plutôt hautes. Alors maintenant, ça va vouloir dire plus de consommation, probablement. Donc plus de production, voilà. Et décarboné tant qu'à faire. Et bien sûr, et au milieu, plus de réseaux. Alors cet énorme paquet industriel, bien évidemment que ça génère des besoins d'emploi absolument gigantesques. Juste chez RTE, on va embaucher entre 7 et 800 personnes cette année. Dans la distribution, ça doit être au moins 3000. Dans le nucléaire, c'est au moins 10 000 jusqu'en 2030. Il y a des besoins d'embauche des filières parce qu'on a des fournisseurs. Et puis tout ça, c'est au moment où il y a de la concurrence, parce qu'il n'y a pas que le secteur de l'électricité qui embauche. Hein. Il y a des boîtes de transport en commun, il y a eu des annonces des RATP, il y a eu des annonces d'Airbus, il y a des boîtes de tech, il y a eu des annonces de Thales. Bref, ce n'est pas encore la pénurie, mais il faut, nous, qu'on se prépare collectivement à ce qu'on soit plus attirant, plus embauchant, parce qu'on sait que le défi humain va être une clé de la réussite de cette affaire. Alors, des profils particuliers, vous avez parlé de volume sur les métiers. Est-ce qu'il y a des métiers dont vous avez particulièrement besoin? Je parlais de métiers en tension. Vous embauchez quel profil, par exemple? Alors, nous, pour notre réseau, à nous, on embauche essentiellement des gens qui tournent autour de l'électrotechnique, mais des automatismes et systèmes industriels, des informaticiens, des spécialistes des télécoms, des spécialistes de la construction et de la maintenance, et même c'est de la construction métallique, hein, puisqu'un pylône, c'est de la construction métallique. Donc, c'est ce monde-là. Mais on a aussi besoin de support, on a aussi besoin de formation, on a aussi besoin de comptables et de juristes. Donc en fait, on a des besoins d'embauche absolument considérables dans le monde qui arrive. Et c'est vrai que les secteurs que j'ai cités, hein, il n'y a pas que le monde de l'énergie, il y a le monde aussi, j'ai cité Thales, c'est finalement relativement voisin comme sujet d'embauche. Ça peut être voisin pour l'aéronautique aussi, même si il s'occupe de la basse tension plutôt. Et donc on est dans cette situation-là. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour qu'on s'en occupe, donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui et qu'on arrive à déloquer un certain nombre de freins sur lesquels, si vous êtes d'accord, je reviendrai tout à l'heure. Et voilà, on s'en occupe à plusieurs niveaux. Merci beaucoup, Rachel Bécuve. À votre niveau, alors quel est le diagnostic de l'État sur les besoins en emploi de la filière? Et surtout, comment vous prenez en compte cette dimension des compétences dans la future programmation pluriannuelle de l'énergie? Oui, merci beaucoup. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, on se rend compte qu'on n'aura pas de décarbonation, on n'aura pas de transition écologique si on n'a pas les compétences qui correspondent derrière et si on ne forme pas et si on n'est pas en anticipation. On a plusieurs outils pour l'État pour essayer de travailler sur ces sujets-là. Donc on a ce qu'on appelle nous les EDEC, hein, c'est les engagements de développement des emplois et des compétences. Ce sont des contrats qui sont signés entre l'État, les organisations professionnelles pour permettre à la fois aux branches et aux filières de mettre en place des diagnostics et de regarder les besoins de demain et en anticipation. Donc effectivement, avec l'électricité, on a fait un EDEC en 2019 qui s'est poursuivi jusqu'en 2021. Qui a montré clairement que la filière était un gisement d'emploi de demain. Et du coup, l'idée derrière, c'est d'arriver à mettre en place les formations qui vont permettre, parce qu'en fait, on peut faire un constat, mais si demain, on n'a pas les formations qui vont bien, mais aussi territoriales, hein, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, mais ces formations, c'est au sein des bassins d'emploi, c'est auprès des personnes au plus près de leurs préoccupations et des entreprises qui en ont besoin. C'est les acteurs tous ensemble pour mettre en place ces formations. Ouais. Donc effectivement, on a montré qu'il y avait un fort potentiel et plus de 23% des métiers ont été recensés dans le secteur, donc ce qui n'est pas rien.
Après, on a un autre outil qu'on pilote qui est lié à France 2030, qui permet en fait à des consortiums à la fois d'entreprises mais aussi de recherche de déposer en matière justement, l'un des sujets est bien la décarbonation, hein, avec la rénovation des bâtiments, tout ce qui est énergie renouvelable, de déposer des dossiers. Donc on a 2,5 milliards d'euros qui sont disponibles justement pour lancer ces projets, donc il faut en profiter. Et juste à titre d'information, on a aujourd'hui 175 lauréats pour plus de 750 millions d'euros qui ont été sélectionnés. Donc évidemment, un encouragement fort à s'engager dans ces démarches. Nous, on est très conscients qu'il faut effectivement qu'on travaille avec le secteur de la formation pour développer ces compétences, avec des certifications nouvelles à mettre en place, puisque les métiers, évidemment, évoluent. Et demain, il faut la certification qui va bien avec. Voilà, des donc, on travaille conjointement avec France Compétences, qui est un des opérateurs de l'État, et dont mon voisin est également membre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se connaît un petit peu. Mais voilà, donc vraiment, l'État se préoccupe de ces sujets et on encourage tout le monde à travailler. C'est vraiment le collectif. Et la nouvelle PPE va prendre en compte cette dimension. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment le collectif qui va nous permettre d'avancer, parce qu'on est plus fort quand on est nombreux et quand on échange, parce que les synergies permettent d'avancer plus vite et d'être mieux adaptés aux circonstances. Et vous avez le pourcentage de femmes aujourd'hui Je ne sais pas, je ne l'ai pas, je crois pas, je suis désolée. Parce que vous m'avez dit que la féminisation, en tout cas, était un levier assez important, il fallait s'occuper. Oui, voilà. Mais je pense que comme dans tout secteur, en fait. Voilà. L'idée, c'est quand même, on a quelque part des jeunes filles qui peut-être s'autocensurent, mais ça vaut dans le tech, hein, c'est dans l'énergie, mais ça vaut dans tous les métiers technologiques. Peut-être que Madame la rectrice en parlera tout à l'heure, mais les maths, c'est pas forcément... Voilà, on a fait des sciences, quelque chose qui était très masculin, mais ce qui n'est pas le cas. On a plein de jeunes filles qui sont très très bonnes en sciences. Il faut juste les encourager à y aller et pas rester dans des métiers qui... Enfin voilà, je pense qu'il y a une espèce d'autocensure, mais quand on en parlait il y a 5 secondes, hein, mais je pense que l'attractivité est forte. Il faut jouer sur l'attractivité des métiers, montrer qu'en fait ces métiers permettent aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, à cette nouvelle génération qui a envie aussi d'avoir d'autres manières de travailler, d'y aller. Et quand on arrivera à montrer l'attractivité, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'objections à aller vers ces métiers. Bah oui, on reviendra sur ces enjeux. On continue le premier tour de table pour vraiment identifier les besoins, les freins, les difficultés. Et puis ensuite, on parlera de ce que vous mettez tous collectivement en place. La région Normandie, c'est vraiment la terre de production du nucléaire et des ENR avec ces parcs éoliens offshore qui vont se développer. David, Marguerite, alors quel est l'état des lieux, vous, de votre côté, sur les besoins d'emploi de votre bassin industriel et les compétences pour votre région? Alors, en effet, bonjour à tous. En effet, la région Normandie s'affirme de plus en plus comme le démonstrateur national du mix énergétique, avec 36 000 emplois. On est à 8 réacteurs. On a les projets de Panly, Madame la rectrice en parlera certainement aussi, et je vais en dire un mot. On a les parcs éoliens offshore qui se déploient aujourd'hui, 3 en l'occurrence. Et finalement, ce que vous disiez, monsieur, est très juste. C'est-à-dire qu'on est déjà en tension. Il y a déjà des difficultés considérables de recrutement dans tout le secteur énergétique. Et les gisements, les potentiels de création d'emplois sont considérables. Alors, comment faire face à cet enjeu qui est le premier enjeu, c'est-à-dire l'enjeu de la compétence, l'enjeu du recrutement, l'enjeu de l'orientation? Le député le disait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a 2 conditions pour y arriver. La première, c'est l'acceptabilité des populations. Il l'a parfaitement souligné, et le besoin de coordination. L'acceptabilité, pour être très concret, des populations, ça veut dire quoi? Donc je disais, je suis issu d'une région qui, je le crois, assume à la fois l'excellence de sa production nucléaire, en est fière, et assure aussi l'équilibre avec la montée en puissance des énergies marines renouvelables. Et je préside une agglomération qui est un peu le condensé de tout ça, avec le PR de Flamanville qui va, on l'espère, l'an prochain démarrer, avec les parcs éoliens offshore qui sont en cours de construction. On ne peut pas vendre des compétences, on ne peut pas motiver des jeunes générations ou des demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'un nouveau chemin professionnel si les territoires eux-mêmes ne ressentent pas une dynamique positive. Qu'ils aient la conscience de participer
à l'effort d'indépendance énergétique, à la décarbonation, et deux, si les retombées territoriales, le développement territorial n'est pas essentiel, et n'est pas essentiel dans la création d'emplois. Ce que nous avons fait dans le Cotentin, me semble-t-il, est un bon exemple. Au moment du grand chantier de Flamanville, on s'est mis autour de la table, et avec les différents acteurs qui sont nombreux, je vais y revenir, pour se dire comment on fait pour recruter le plus possible en local. On a mis en place un certain nombre de formations continues, des formations qualifiantes, parce que le deuxième enjeu, il est bien celui de la coordination. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière d'emploi, de formation et d'orientation, on est nombreux. Alors vous avez raison, c'est bien d'être nombreux, mais c'est bien d'être coordonné. Oui, c'est ça, parce faut être coordonné, il faut avoir une vision claire. Objectivement, le paysage de la formation dans notre pays est assez complexe. Vous avez à la fois l'État, les régions, Pôle emploi, les OPCO, Transition Pro, une multitude d'acteurs. Et si vous n'arrivez pas à les mettre autour de la table dans un territoire donné qui accepte l'ambition pour lui-même et les futures retombées, vous n'y arrivez pas. On a réussi à former 1500 personnes en local sur ce grand chantier, avec la perspective ensuite de la montée en puissance des énergies marines renouvelables, dont l'acceptabilité est par ailleurs acquise sur mon territoire, puisqu'on a réussi à les positionner à 30 km des côtes. Vous voyez, ça, c'est un cercle vertueux qui fait que derrière, c'est plus facile d'enclencher le besoin de recrutement, le choix du recrutement et le fait de rejoindre la filière énergétique. Alors ce que l'on a fait également, et je veux dire un mot de la Normandie, mais dans le Cotentin, c'est de se dire on n'est pas là pour former juste pour le temps du chantier, juste pour le temps de la montée en puissance, on fait en sorte de s'inscrire dans la durée. Avec très concrètement aujourd'hui, après quelques années de chantier, des formations nouvelles et durables. Les industriels se sont mis d'accord avec les territoires pour ouvrir un centre de formation sur les métiers du soudage qui s'appelle EFAIS, qui va être un pôle national d'excellence soudage. Ils sont partis du constat, en effet assez incroyable, qu'il y a, tout le monde le sait, des difficultés énormes de recrutement chez les soudeurs, mais qu'en même temps, il y a un taux de chômage chez les soudeurs. Pourquoi ? Parce que le besoin de formation n'est pas en adéquation. Donc on a mis les industriels, les entreprises autour de la table pour définir avec nous, la région, le cahier des charges qui va bien pour recruter et éviter la technique habituelle du débauchage entre les industriels et les sous-traitants. Ce centre de formation, c'est une conséquence durable, vous voyez, et ça permet de continuer d'amorcer les besoins. Bientôt une nouvelle école d'ingénieurs, également sur le campus, qui lui-même a profité à la fois de la montée en puissance des EMR, de l'hydrogène, de la méthanisation, de l'enjeu de l'hydrolien, qui est un enjeu important, et on espère que la PPE viendra dire à quel point il est essentiel. Au large du Raz-Blanchard, il y a des gisements considérables. Et cette méthode-là, nous essayons de l'appliquer aujourd'hui à Penly. C'est-à-dire, on se dit, avec l'enseignement supérieur, avec les formations continues, avec le rectorat et un travail étroit avec le président de région, on se dit, mais de quels sont les besoins, très concrètement, pour un chantier qui va être plus important encore que celui de Flamanville, avec deux difficultés supplémentaires. C'est que le taux de chômage qui était à 10 chez moi à l'époque, qui est maintenant à 5, est déjà à 7 à peu près sur le bassin d'emploi. Donc plus grande difficulté d'aller chercher les publics. Donc plus de formations préqualifiantes d'ailleurs pour faire monter en compétences. Et autre difficulté, des problématiques de logement et de foncier qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Donc il y a des difficultés considérables qui me semblent justifier à la fois, donc je le disais, l'acceptabilité qui est la première condition, faire adhérer, faire en sorte que les entreprises qui s'implantent, il y en a 1400 dans notre région et 36 000 emplois, je le disais, mais faire en sorte que ces entreprises aient un discours qui soit positif et de coordonner les acteurs qui sont très nombreux, parfois trop nombreux, avec le risque qu'il y ait un peu de dilution et d'éparpillement dans les offres de formation qui sont enclenchées. Travail étroit avec le rectorat. Christine Gavini-Chevet, alors quel est votre regard sur ce qui vient d'être évoqué, des besoins en compétences dans le secteur de la filière électrique au niveau de la région ? Alors, bien évidemment, je partage tout ce qui vient d'être dit sur la Normandie. L'Académie de Normandie, elle regroupe un territoire pour lequel les besoins sont considérables, extrêmement prégnants dans le domaine industriel en général, dans le domaine des énergies en particulier, avec en perspective la construction des 2 EPR à Penly, les travaux sur les grands carénages. Et donc l'Académie s'est donné les moyens d'affronter cette montée en puissance des besoins en compétences en créant au sein du rectorat, et c'est assez original, une institution, l'Institut pour la formation professionnelle en académie, c'est assez rare, de façon à pouvoir, avec les branches, avec les entreprises, mais aussi bien évidemment avec la région, c'est une compétence partagée avec la région et c'est très intéressant, puisqu'en plus nous avons dans l'Académie de Normandie un recoupement parfait sur le plan territorial entre l'Académie et la région, et nous avons donc cet outil qui va nous permettre, qui nous permet déjà d'analyser et les besoins et de proposer des formations adaptées.
Et je dois dire, je voudrais, pour illustrer le travail qui a déjà été entamé, donner le chiffre de la transformation de notre carte des formations. Dans l'Académie de Normandie, nous avons transformé en 4 ans 15% de la carte des formations. C'est-à-dire que nous avons ouvert des formations qui correspondaient aux besoins et fermé celles qui étaient moins insérantes ou qui ne correspondaient pas aux besoins économiques. Et ce travail, en 4 ans, il va être accru, je dirais amplifié par la réforme de la voie professionnelle, qui est portée, vous le savez, par la ministre Carole Grandjean, et qui va nous donner de nouveaux outils pour accélérer encore cette transformation de la carte des formations. Madame Bécu va citer à juste titre le SGPI, qui nous aide aussi dans la transformation de nos cartes des formations, qui nous aide aussi financièrement, mais cela va nous permettre d'avoir vraiment une carte qui soit adaptée aux besoins économiques, mais aussi aux besoins très territorialisés, très finement territorialisés, puisque, comme il a été dit, il y a des pôles en Normandie. On sait que Dieppe, on sait que Cherbourg sont des pôles très importants, par exemple pour le domaine nucléaire, et c'est là qu'on aura besoin d'emplois, et c'est là qu'il faut qu'on les positionne. Alors, j'ai quand même un besoin très fort, un besoin de visibilité. Et ça, je le dis parce que je sais que de nombreuses études sont menées, bien sûr, avec la DGEFP, le GIFEN. Je sais aussi que l'UFE travaille d'arrache-pied sur ces questions. Programme Match côté nucléaire, est-ce qu'il y a d'autres programmes du même type pour avoir cette visibilité globale? Voilà, oui. Alors, dans la région Normandie, la région a commandé une étude pour analyser les besoins qui seront en lien avec la création des 2 EPR. Donc, il y a beaucoup d'études sur les besoins en compétences. Et je dois dire que on a besoin de les partager. On a besoin aussi de connaître des calendriers précis, parce que connaître une donnée sur le nombre d'emplois, ça on l'a à peu près. On sait qu'on va avoir à recruter et à former de ce fait énormément d'emplois en Normandie. Néanmoins, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de connaître bien sûr la nature de ces emplois, ça c'est plutôt clair, effectivement. On a à chaque niveau de formation, du CAP, du baccalauréat professionnel, du BTS, mais bien sûr pour l'enseignement supérieur également, on connaît à peu près la nature des emplois. Là où ça devient très difficile et très fin, c'est à quel moment j'ai besoin de quel emploi. Et c'est très important, parce que, pour donner très concrètement un exemple, quand je forme un bachelier professionnel, j'ai besoin de 3 ans. Et il faut que dans 3 ans, la formation que je lui ai donnée soit utile, qu'elle s'appuie sur des compétences qui sont celles de l'entreprise qui va l'accueillir. Qu'il trouve un job à la sortie. Enfin, qu'il trouve un job et qu'il soit formé correctement, parce qu'il peut trouver un job mais qu'il ne soit pas dans sa compétence, ou bien que l'entreprise me dise, et malheureusement ce ne serait pas la première fois, que la technologie sur laquelle on a travaillé n'est plus adaptée. Donc ce besoin en compétences, moi je le dis, il est essentiel, et j'ai coutume de dire que dans ce domaine, on peut être ni en avance, ni en retard, et qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que derrière, c'est le devenir de nos jeunes qui est en question. Donc ça veut dire aussi un travail étroit sur le contenu des formations avec les entreprises pour faire coller les besoins dans les métiers. Alors Frédéric Petit, justement, vous êtes président de Siemens Gamesa Renewable Energy. C'est l'un des principaux fabricants d'éoliennes au monde et leader sur l'éolien en mer. C'est les toutes premières en 91. C'était INBI 300 par an. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes assez symboliquement situé juste à côté d'une usine à charbon. C'est une belle image de la transition énergétique. Voilà, c'est la transition en mouvement de façon très concrète. Votre entreprise construit des pales d'éoliennes qui seront d'ailleurs bientôt recyclables. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que ce n'est pas une obligation. Tous vos clients ne vous demandent pas des pales recyclables. Ça devrait devenir obligatoire. Mais enfin bon, c'est une autre question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre entreprise et puis peut-être aussi en rebond sur les besoins en compétences? Oui, merci tout d'abord pour l'invitation. Donc, sur Siemens Gamesa, donc aujourd'hui, on a plus de 100 gigawatts raccordés un petit peu partout dans le monde, aussi bien dans l'éolien en mer qu'à terre. Un portefeuille de commandes de plus de 30 milliards d'euros, donc ce qui permet de donner de la visibilité. En France, donc aujourd'hui, on est plus de 1000 salariés Siemens Gamesa, une entreprise jeune, puisque l'ancienneté moyenne est inférieure à 3 ans. Et avec des forts recrutements récents. Et donc, on a à peu près plus d'un tiers, un gros tiers d'ouvriers, un gros tiers de techniciens et d'agents de maîtrise, et puis un petit tiers de cadres. Donc, c'est une aventure qu'on a eue, une aventure avec l'éolien en mer, puisqu'on a mis en production une usine de production de pales et de nacelles au Havre, et qui a été mis en production en mars 2022, après un parcours, comme tous les projets d'infrastructure, long, pour ne pas dire trop long. C'est des projets qui ont été attribués en 2012,
et donc qui ont connu tout leur chemin de recours et jusqu'au financement. En plus, les décisions d'investissement ont été prises en juin 2020, donc dans une période qui rappelle quelques souvenirs Covid. C'est-à-dire que quand on a voulu appuyer sur le bouton pour lancer la construction de l'usine, c'était juste le moment du début du Covid. Donc en 3 mois, on a réussi, nos clients ont réussi, et nous aussi avec nos fournisseurs et partenaires, à retrouver un équilibre contractuel face à cette pandémie, je dirais que personne ne connaissait, n'appréhendait. Voilà, donc ça a été un défi complémentaire au défi technique pour la construction de cette usine. Un enjeu d'innovation important, les pales recyclables, vous êtes le premier à faire ça? Alors on est les premiers à proposer en fin de compte, donc c'est quelque chose qu'on propose et qu'on a mis sur le marché depuis septembre 2021. Le premier parc avec ces pales recyclables est déjà en production en Allemagne, donc c'est le parc de Kaskasi. En France, le parc de Courseulles sera équipé de ces pales et sera mis en production lui en 2025, et ces pales seront produites dans l'usine du Havre. Et effectivement, c'est une option. C'est comme, je dirais, si on parlait de voiture électrique, c'est si j'ai la peinture métallisée ou pas, je peux la prendre. Là, c'est pareil pour les pales dans ces recyclables, c'est une option qu'on propose. Ce qui est clair, c'est dès qu'il y a une incitation par le législateur, donc par exemple l'appel d'offres 4 en Manche, où c'était une option avec des points associés, je dirais la question ne s'est même plus posée, l'option est devenue de base. Voilà un petit message au passage sur les incitations utiles. Alors des besoins en compétences en R&D, vous l'avez dit, vous avez une visibilité sur la montée en puissance de votre production avec énormément de demandes. De quoi allez-vous avoir besoin demain? De quel métier? De quelle formation? De quelle typologie et est-ce que vous donnez assez de visibilité justement au rectorat? Alors, avant de parler de demain, on va peut-être reparler d'hier, puisque finalement on a recruté, donc aujourd'hui on a plus de 1000 personnes en direct et indirect qui viennent tous les jours à l'usine. Donc ça a été un défi énorme, et donc pour rebondir sur ce qui a été dit, en fin de compte, comment on a réussi, c'est en dialoguant, en étant en équipe. Donc on avait par exemple avec les représentations syndicales et avec la préfecture, avec Pôle emploi, donc des réunions régulières depuis plusieurs années pour préparer le terrain, parce que ces projets sont très longs à se décider, avec des doutes, notamment quand vous avez des recours, tout le monde, ça crée de l'incertitude. Mais par contre, une fois que le projet est décidé, il faut aller très très vite. Et donc c'est tout ce travail d'anticipation qui nous a permis d'un côté de nouer des partenariats. Donc on a noué des partenariats avec l'UMM et l'AFPA pour créer un centre de formation dédié avant que l'usine soit en production, pour recruter et former nos équipes au Havre, et les envoyer également dans des usines existantes du groupe à l'étranger. On a sur les typologies, en fin de compte, puisqu'on produit des nacelles, les nacelles c'est de l'assemblage électromécanique d'une machine tournante qui est finalement quelque chose entre guillemets classique qu'on connaît dans d'autres industries. Donc là, on a pu s'appuyer sur des formations je dirais, existantes, ce qui n'était pas le cas pour les pales. La production de pales, c'est on vient déposer avec soin et dextérité de la fibre de verre, des laits de fibre de verre, on vient injecter de la résine. C'est quelque chose qui est très manuel. Et là, on a formé nous-mêmes, donc on a investi plus de 10 millions d'euros en fonds propres dans des locaux de l'AFPA pour former et attirer. Donc pour attirer, on a noué avec Pôle emploi un partenariat spécifique pour pouvoir recruter, faire connaître ces métiers avec des sessions d'information, montrant également que c'est une usine de production. On n'est pas dans l'éolienne en mer, c'est des lignes de production, donc pour montrer tous les aspects du métier. Et finalement, on a réussi à attirer suffisamment de monde et les former après et des méthodes de Pôle emploi qui va aussi chercher des publics qui ne sont pas du tout dans le milieu industriel, avec une méthode de recrutement particulière. Oui, avec donc les méthodes de recrutement par simulation qui a permis en fin de compte de regarder tous les aspects de dextérité. Et c'est quelque chose où on est une fierté, puisqu'aujourd'hui on a plus de 10% de nos salariés qui étaient sur des profils éloignés de l'emploi, donc à qui on a redonné une nouvelle chance, qu'on a formé, puisque c'est un métier manuel, mais un vrai geste technique à maîtriser qui prend du temps. Souvent, ce qu'on dit, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement une usine qu'on a ouverte, c'est un transféré, un savoir-faire qui était plutôt en Europe du Nord. Donc on a aussi des collègues d'autres usines qui sont venus
et qui sont là pour continuer à nous aider, pour bien maîtriser ce geste qui reste très, très technique et qui est également un travail en équipe, hein, puisqu'il faut bien déposer la fibre de verre sans pli. Donc c'est un vrai métier qu'on a formé. Et donc on est très fiers de cet aspect-là. Merci beaucoup. Donc, des métiers spécifiques de la filière électrique avec des besoins en formation vraiment très pointus par moment. Moussa Camara, alors, quel est votre regard? Vous êtes président de l'association Les Déterminés que vous avez créée en 2015, l'association qui vise à développer l'initiative et l'entrepreneuriat en banlieue et aussi dans les milieux ruraux. Quel est votre regard sur tout ce qu'on vient de se dire? Quelle est votre première réaction et votre constat sur la situation de l'emploi et de ces personnes parfois éloignées? Déjà, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Nous, on a lancé le projet des Déterminés en 2015 sur un constat qu'il fallait remettre l'économie au cœur des territoires, au cœur des quartiers populaires, au cœur des territoires ruraux. Et il fallait accompagner l'entrepreneuriat, mais aussi l'employabilité. Ce qu'on constate là, c'est qu'il y a un vrai besoin de recrutement, d'attirer, de faire en sorte que notre filière, nos entreprises soient beaucoup plus attrayantes. Et pour ça, il y a une bataille sur les compétences, sur aller chercher les talents, peu importe où ils sont. Et je pense que dans l'industrie, il faut faire la même révolution qu'on a fait dans la tech il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, les jeunes, naturellement, ils vont vers les métiers technologiques, ils se forment à la data, ils se forment à l'intelligence artificielle, ils se forment au développement web. Et dans les métiers industriels, aujourd'hui, c'est 82% des jeunes ont une image un peu... on va dire, pas valorisante des métiers industriels, c'est des métiers pénibles, c'est des métiers pour eux, dans la conscience collective, qui sont pas mal payés, c'est beaucoup de temps, etc. Donc tout ça, il faut changer. Pour les jeunes et pour leurs parents aussi. Pour les parents, parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des territoires, ils ont été totalement désindustrialisés, ça a paupérisé des territoires complètement, et du coup, c'est encore très marqué. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est de comment on arrive à rendre beaucoup plus attrayant les métiers industriels pour les jeunes. Et en plus, c'est des métiers qui aujourd'hui, quand on regarde, et ce que vous expliquez sur des métiers artisanaux, limite manuels, etc., c'est des métiers qu'on a, on a réussi à revaloriser. Et surtout, c'est des métiers qui ont beaucoup évolué. On ne parle plus aujourd'hui d'industrie comme on en parlait il y a 30, 40 ans. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a même la technologie qui est rentrée dans les métiers, dans les entreprises industrielles. Et pour ça, il faut aller au plus près du terrain, il faut informer, il faut commencer dès le plus jeune âge. On a parlé d'éducation, d'école. Dès la primaire, il faut faire le lien entre l'école et l'entreprise. C'est important que les entreprises soient aussi ouvertes dans les écoles pour que les jeunes, les enfants, leurs parents puissent se projeter. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des Français ont déjà visité une usine. Et ça, pour moi, il faut faire un vrai travail de marketing, on va dire, entre guillemets, pas en valorisant ces métiers, mais en montrant la réalité, qu'il y a des opportunités, il y a des perspectives d'évolution de carrière. Vous avez parlé de la carte de formation, très bien. Aujourd'hui, quand on rentre en lycée professionnel, la plupart des jeunes qui rentrent en lycée professionnel, c'est une orientation subie et pas choisie. Parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas les bonnes notes pour aller en général, et du coup, on les a renvoyés dans une filière professionnelle en disant que, ouais, bon, comme tu n'es pas bon à l'école, tu vas aller là-bas, au moins tu seras... Donc on dévalorise déjà, c'est pour ça que la réforme du lycée professionnel est très importante, pour mettre un peu en avant tout ce qui se passe dans ces entreprises. Et il faut expliquer les parcours d'évolution de carrière. On peut commencer au premier niveau de qualification, mais évoluer et faire des vraies formations continues. Et ça, c'est hyper important de le montrer, tout ça et tout, etc. Et de montrer des exemples. Des rôles modèles qui viennent témoigner, pas des gens qui sont vraiment des gens qui sont quotidiennement dans les mains qui parlent de leur métier, et ça c'est hyper important. Donc pour valoriser toutes ces filières, on a une vraie bataille de compétences, c'est-à-dire on veut atteindre le bas carbone, on veut réindustrialiser la France, mais la première des choses, c'est que les entreprises y reviendront quand on aura aussi une génération de jeunes qu'on va préparer vers ces métiers d'avenir. Parce que c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers de présent, mais en même temps, il y a un vrai travail à faire de terrain. Pôle emploi, c'est très bien ce qu'ils font. Nous, aujourd'hui, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on va chercher des jeunes qui sont dans aucun radar, qui sont ni inscrits à Pôle emploi, qui ne sont pas à la mission locale, qui sont parfois dans nos territoires, qui sont en décrochage, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Il y a des entreprises qui cherchent à recruter. Ils n'arrivent pas forcément à avoir des gens préparés. Vous faites le lien entre les deux. Nous, on va les chercher, on les prépare, on ne les met pas dans un cadre de formation, parce que parfois, c'est des gens qui ont quitté
le système scolaire parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Qui sont tout simplement pas capables de s'asseoir à une table. Exactement. Enfin, voilà. Du coup, il faut réinventer la manière où on veut transmettre les choses. Il faut les mettre dans un environnement sécurisé, il faut leur redonner la confiance. Derrière l'entreprise, pas une formation extérieure, les salariés de l'entreprise viennent former au métier, ça crée du lien. Ça permet de créer du lien, ça permet de connaître aux jeunes l'entreprise. Et quand ils signent son CDI, ben on est quasiment sûr que l'intégration, elle est 100% réussite. Et en fait, il faut utiliser un peu, il faut changer un peu de... Les solutions sont là. Il y a l'envie, les entreprises ont besoin de recruter. Je pense que tous les jeunes dans les territoires, ils veulent travailler, mais il faut qu'on leur montre que c'est possible. Le chemin, le bon. Exactement. Voilà. Et vous leur redonnez cette. Et du coup, il faut vous créer nous expliquerez un exemple très concret de ce que vous pourriez faire aussi avec la filière électrique. Oui, vous souhaitez réagir, oui, bien sûr. Une réaction là-dessus et un témoignage, puisque pour aller vraiment dans ce sens-là, on a organisé un Family Day, en fin de compte. On a proposé à nos salariés de venir un samedi à l'usine, au moment où elle n'était pas encore en production le samedi, pour expliquer à leurs conjoints, à leurs enfants, ce qu'ils faisaient. Au début, il n'y avait pas une adhésion complète, mais finalement, toute la journée, les gens qui étaient prévus, qui devaient rester 2 heures, ils sont restés toute la journée. Ils avaient le regard lumineux en regardant, en expliquant tout ce qu'ils faisaient et tout ce qui peut se faire dans l'industrie. Et on est très content non seulement de cette journée, mais également en tant qu'employeur, puisqu'aujourd'hui, on recherche plus de 200 personnes pour l'usine. C'est tout ce réseau aussi de 1000 personnes qui en parlent autour d'eux et qui vont nous permettre de continuer à pouvoir recruter dans le bassin. Donc créer des ambassadeurs, les motiver pour aller vraiment auprès de ces jeunes. Madame la rectrice, puis ensuite on va quand même évoquer la réforme avec Rachel Pécu. Oui, juste un petit mot pour évoquer ce que vous avez appelé l'orientation subie, monsieur, en lycée professionnel. J'entends très bien ce que vous dites et j'imagine que les jeunes avec qui vous êtes en relation peuvent ressentir ça. Je dois quand même dire que ça concerne une minorité de nos élèves en lycée professionnel, environ 2%. On le mesure très très bien puisqu'on sait quels sont les élèves qui sont arrivés dans la voie professionnelle alors que leur vœu n'était pas celui-ci. C'est 2%. Alors effectivement, c'est trop. Il faudrait que l'ensemble de nos jeunes soient orientés comme ils le souhaitent. C'est un travail qui a été fait notamment pendant la préparation de la réforme de la voie professionnelle. Rendre au conseil de classe plutôt un rôle d'accompagnement des vœux des familles et pas de décision. Donc on est là-dessus. Néanmoins, je pense qu'il faut, pour tous les élèves de la voie professionnelle qui sont là par bonheur et qui s'y épanouissent, redire que ça ne concerne pas l'ensemble de nos jeunes. Je pense que c'est très important. Il y a 46% d'élèves qui choisissent la voie pro en Normandie. Et ils sont, pour la plupart, très heureux de l'avoir choisi. Je pense que c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les autres, mais c'est important de remettre quand même les proportions. On ne dit pas le contraire sur le lycée pro, mais en réalité, moi, je suis issu du lycée pro. Et pour connaître le terrain et aller vraiment partout en dehors des chiffres, quand vous demandez aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire après, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ah, justement, ouais, c'est ça. Il faut regarder le taux de décrochage scolaire et le taux de poursuite d'études ou de taux d'admission dans l'emploi après le lycée professionnel. D'où la réforme, justement. Oui, parce que j'avais quelques chiffres, ça tombe bien. Les chiffres, un tiers des lycéens, donc 621 000 élèves, c'est ce que vous dites, sont scolarisés en lycée professionnel. Un seul bachelier professionnel sur 2 et un quart des élèves titulaires d'un CAP parviennent à s'insérer dans l'emploi dans l'année suivant l'obtention de leur diplôme. C'est pas beaucoup, d'où la réforme et d'où l'importance de changer la donne. Alors, quelle est... voilà, Rachel Pécu. Oui, donc l'idée, on a plusieurs leviers aujourd'hui pour insérer les jeunes. Et en fait, la belle réussite qu'on a aujourd'hui, c'est l'apprentissage, avant de parler du lycée professionnel. C'est une très belle réussite puisqu'on avait 300 000 apprentis il y a encore quelques années. On ambitionne à la fin du quinquennat d'en avoir 1 million et on a 830 000 aujourd'hui apprentis, de jeunes qui ont choisi cette voie. Et on voit qu'en fait, l'image a changé, c'est ce qu'on se disait, vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Une voie d'excellence pour les élèves, une voie d'excellence pour les entreprises. Et quand on rencontre des jeunes qui sont passés par la voie de l'apprentissage, ils sont extrêmement épanouis. Et ce qui leur plaît, c'est effectivement cette insertion dans la vie professionnelle. C'est cette possibilité de travailler, d'exercer en pratique ce qu'ils apprennent à l'école. Et c'est vrai que quand on a des jeunes ou des élèves qui sont un peu décrocheurs,
qui en fait n'ont pas envie finalement de retourner à l'école avec le modèle classique, parce que chacun est différent et que chacun y trouve sa place. Il y a des gens qui sont très heureux d'avoir le système général classique, et il y a d'autres qui ont besoin de faire les choses autrement. D'une indépendance Et financière l'essor aussi, de l'apprentissage, et notamment aussi parce qu'on l'a fait dans le supérieur, et du coup les familles ont une autre vision de l'apprentissage. Comme disait monsieur, l'apprentissage, c'était vu précédemment comme un peu un échec scolaire, effectivement, et aujourd'hui c'est plutôt une voie d'excellence. Et on ambitionne de le maintenir, et c'est pour ça aussi que l'État a maintenu les primes à l'apprentissage jusqu'à la fin du quinquennat. Alors après, il y a le lycée professionnel. Donc le lycée professionnel, c'est la réforme qui est effectivement portée à la fois par Carole Grandjean et Olivier Dussopt, qui vise finalement à permettre, un peu sur le modèle de l'apprentissage, d'insérer un peu mieux l'entreprise au sein des lycées professionnels. Aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être une méconnaissance de l'entreprise, ou une méconnaissance aussi des élèves de la possibilité d'aller en entreprise. Donc la réforme du lycée professionnel, c'est un peu plus d'entreprises dans les lycées pro, sans pour autant enlever le côté académique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des craintes que finalement on supprime le lycée professionnel pour en faire de l'apprentissage, en fait. Mais ça doit être quelque chose, on doit s'inspirer de l'apprentissage pour réformer le lycée professionnel. Donc on va prévoir des enseignements plus spécialisés, un peu plus de temps en stage en entreprise. On va créer des référents dans des entreprises qui vont aller dans les lycées professionnels. Donc c'est toute l'ambition de ce projet. Et je pense qu'on arrivera à avoir beaucoup plus d'insertion, parce qu'en fait, par exemple pour l'apprentissage, on a quand même 65% des apprentis qui ont décroché un emploi, contrairement à ce qu'on disait sur les chiffres sur le lycée professionnel. Mais c'est quelque chose de... En fait, le lycée professionnel, c'est entre l'apprentissage et le système un peu général, et je pense que c'est bien de revaloriser cette filière qui est importante. Et comme me disait Madame la rectrice, en fait, il y a des gens effectivement qui vont par choix, et c'est très bien. Alors après, on a aussi, je parlais de l'apprentissage, on a aussi des outils qui sont comme la prépa apprentissage qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas, des jeunes notamment, qui ne sont pas forcément prêts à aller dans le milieu du travail, parce que c'est quand même quelque chose. On se lève, on va travailler, et on va à l'école, mais aussi on va travailler. Et donc on a mis en place aussi des prépas apprentissage. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien jusqu'au bout. Pour bien, parce que l'idée c'est éviter le décrochage. C'est-à-dire qu'une personne qui choisirait soit l'apprentissage, soit le lycée professionnel, qui finalement en cours de cycle partirait. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Troisième chose, au-delà des jeunes, on a aussi des jeunes qui ont aussi commencé à travailler et qui voudraient se réorienter. On est en train de travailler sur l'évolution de la VAE, qui, avec une expérimentation qui va être lancée sur ce qu'on appelle la VAE inversée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien les sujets, la VAE, c'est vous avez des compétences que vous avez mis en pratique, que vous faites reconnaître par voie de la validation des acquis de l'expérience. La VAE inversée, c'est on regarde vos compétences et on regarde ce qui pourrait vous manquer pour accéder à une autre qualification. Et donc, c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toutes les compétences intégrales pour exercer le métier. Et donc, la VAE inversée va permettre, via un contrat de professionnalisation, d'acquérir ces nouvelles compétences, et une plateforme qui va être mise en place. Et par ailleurs, d'ailleurs, la ministre s'est déplacée la semaine dernière auprès d'ADECO, et on a déjà des engagements. Donc, c'est 100 000 VAE qu'on voudrait développer sur les 30 000 existantes aujourd'hui. Moussa Camara, je vous voyais réagir. Non, ça va dans le bon sens, cette réforme, pour vous? Très bien. Il faut réformer, oui, c'est ça. Il faut réformer le lycée professionnel. Et mettre plus d'entreprises, plus de concret. Exactement. Aussi. Et surtout, arrêter toutes les filières où il n'y a pas de taux d'employabilité. Il n'y a pas de débouché derrière. Voilà. Et aller sur des filières où il y a de l'emploi derrière. Et donc aller travailler en lien avec les entreprises. Oui.
Je veux bien réagir à ce stade de la discussion. Moi, je partage complètement ce que vous avez dit, Monsieur Camara. Je partage complètement ce que vous avez dit parce que l'orientation dans notre pays, moi je vais parler très franchement, est un échec absolu. Jamais il y a eu autant de reproduction sociale dans notre pays et jamais le plafond de verre n'a été aussi élevé. Et je suis désolé, mais je comprends les chiffres que vous donnez, Madame la rectrice, mais combien d'enfants dans les filières générales s'y retrouvent, faute d'avoir pu imaginer qu'ils puissent aller ailleurs? Et l'inverse est vrai également. Donc en réalité, l'orientation, aujourd'hui, elle se fait par défaut ou par réseau. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il y a une bonne réforme, le 5 septembre 2018, je ne partage pas tous les termes de cette réforme, comme vous le savez, sur l'information métier, qui confie au territoire le soin d'informer concrètement sur la façon dont les métiers recrutent et sur la façon de dire comment je fais en sorte, en l'occurrence moi, région, pour qu'on offre un réseau à celui qui n'en a pas et que le stage de découverte, notamment de 3e ou en lycée, ne soit pas un stage que l'on fait parce que j'ai papa ou maman dans une entreprise et que je ne me suis pas posé trop de questions et que du coup j'irai dans la filière générale sans me poser de questions, ou au contraire que je me retrouve dans une entreprise faute d'avoir trouvé mieux sans avoir tellement envie. La région aujourd'hui, elle propose 4 à 5 000 stages et on va monter en puissance avec un réseau d'ambassadeurs d'entreprises qui nous permettent, pendant les vacances scolaires, de tester des métiers. Parce qu'il n'y a rien de tel finalement pour choisir sa vie, son chemin professionnel, son chemin d'épanouissement personnel aussi, c'est de tester les métiers concrètement dans les entreprises. Et ça, c'est de l'orientation qui me semble être choisie et non plus subie. Je le dis avec un peu de passion parce que je ne veux pas qu'on se dise, sous prétexte qu'il y a 2% seulement des élèves en lycée professionnel qui ne l'auraient pas choisi, que c'est une réussite. Parce que beaucoup s'y retrouvent sans se poser de questions et beaucoup sont dans la voie générale sans se poser de questions aussi et faire naître l'ambition. C'est ça le défi collectif qui doit nous rassembler. Alors je reviens aux énergies. Parce que ça concerne directement le sujet des énergies, dans probablement les filières, la filière qui va le plus recruter dans les prochaines années. Moi, je pense qu'il y a un discours qu'il faut absolument éviter, mais je parle à un public qui en est totalement convaincu, c'est d'opposer les énergies les unes aux autres. Parce que quand vous faites ça, vous créez des tensions des deux côtés. On est en effet passé d'une société un peu du doute à une société un peu de consensus sur la question énergétique. Et c'est une bonne nouvelle. C'est même une excellente nouvelle, parce que d'un côté, sur le nucléaire, on a eu des discours politiques qui ont été dévastateurs sur la filière. Moi, je le dis, je l'assume, et je l'ai bien vu sur mon territoire dans les difficultés de recrutement. Il y a eu, il faut bien le dire aussi, les retards sur l'EPR qui ont pas conforté l'idée que la filière nucléaire était une filière d'avenir, mais les choses sont en train de changer. L'EPR va démarrer, de nouvelles annonces ont été faites. Les compétences se retrouvent. Les compétences se retrouvent, mais il faudra du temps, notamment chez les ingénieurs, pour convaincre, mais on sent que c'est plus facile. Sur les énergies marines renouvelables, vous avez raison, monsieur de l'avoir dit tout à l'heure, il y a eu tellement de temps qui ont passé entre les annonces et les projets qui sortent de terre. On a lancé sur le port de Cherbourg cette semaine seulement les premiers chargements. Alors là, ça devient concret. On avait investi, on a gagné 39 hectares sur la mer pour les EMR, ils sont totalement remplis. Là, ça devient concret pour les gens et c'est quelque chose de très positif. Mais quand vous opposez les filières les unes aux autres, c'est pas bon pour le nucléaire parce que vous donnez le message que les EMR c'est l'avenir et le nucléaire c'est le passé, ce qui n'est pas du tout le cas. Et deux, sur les EMR, vous créez une sorte de mal-donne dans le discours. J'ai aussi sur mon territoire, c'est des exemples concrets, mais une entreprise qui s'appelle LM Wind, General Electric, qui a recruté, qui passait de 0 à 800 en 3 ans. Mais avec un turnover qui a été considérable et des difficultés. Parce qu'ils ont vendu un peu trop de rêves alors que c'est des métiers finalement malgré assez de l'industrie. Exactement, malgré eux d'une certaine manière, parce qu'on a laissé penser qu'il y avait la promesse de métiers de développement durable, etc. Ça attire naturellement, mais ce sont des métiers assez traditionnels, assez classiques en matière d'industrie. Je pense qu'il faut communiquer au plus juste. Et je pense vraiment que le discours qui serait un discours d'opposition entre les filières est un discours qui finalement nuit à l'ensemble des filières électriques, énergétiques dans notre pays. Et je le dis, il faut profiter de ce contexte qui fait qu'on passe de la lenteur et du doute à une forme de consensus pour accélérer. Parce que, en effet, vous avez raison, Madame la rectrice, les métiers se préparent maintenant et il faut les entreprises, des antennes pour le faire sur la formation initiale. Il faut, sur les métiers dont on a besoin tout de suite, la région qui, elle, a l'autorité exclusive sur la formation des demandeurs d'emploi pour faire des formations qui seront de plus en plus des formations sur mesure. Je crois beaucoup plus maintenant aux formations sur mesure en entreprise, l'action de formation en situation de travail pour convaincre. Et puis, en effet, je termine là-dessus. Mais l'orientation, elle fonctionne quand on montre à voir à des gamins ce que sont les métiers industriels, les métiers énergétiques. Mais ça fonctionne, bien évidemment, avec l'éducation nationale, mais ça fonctionne aussi si on parle aux parents. Ça ne fonctionnera pas si on ne parle pas aux parents. Parce que derrière, le premier prescripteur, ce sont les parents, plus encore que les profs. Les parents, ils sont parfois extrêmement bloquants dans un choix
de vie. Donc Ouais, si on leur ouais. montre pas, si on leur fait pas visiter, si en effet dès le plus jeune âge il n'y a pas des liens qui sont faits S'il y a ce entre les discours entreprises sur, et l'éducation on nationale, n'a ça pas réussi fonctionnera sa vie si on va dans l'industrie, forcément ça marche moins bien Exactement. aussi. Alors il faut toutes les énergies décarbonées, bien sûr, on a bien compris, et puis il faut les raccorder, c'est quand même important, il faut des réseaux. RTE et Enedis, vous allez lancer des écoles, des réseaux pour la transition énergétique, ça fait partie des actions pour justement avoir les bonnes compétences au bon endroit. Oui, absolument. Mais avant, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit et sur la question de l'envie. Il faut que nous, les entreprises, on donne envie alors aux jeunes et aux parents de s'orienter vers nos business différents. Et ça nous revient d'abord. C'est une question d'image et de représentation. Il y a autre chose qui nous revient sur cette envie, c'est que c'est un énorme scoop aujourd'hui, 51% de l'humanité sont des femmes. Je le confirme, bah oui. Allez-y, Ouais. levez la main. Et de ce côté-là, on a une énorme responsabilité parce qu'on a charrié historiquement une représentation viriliste de nos métiers. Bon, c'est lié à des images d'Épinal, mais on n'est plus l'image d'Épinal d'Émile Zola. Voilà. Et là, on a un sujet de déconstruction, reconstruction autour de l'appétence à ce que les femmes viennent chez nous. Il n'y a aucune raison. Donc ça, c'est donner l'envie. Après, oui, il y a les questions de bien dimensionner l'appareil de formation initiale. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que cette réforme, elle va vraiment dans le bon sens. Bien dimensionner les filières en fonction de celles qui embauchent et celles qui embauchent moins. Donc, assumer qu'il y a des filières qui baissent, voire qui ferment, et d'autres qui croissent. Et puis, trouver une forme d'interpénétration entre l'appareil de formation, l'éducation nationale et les entreprises. C'est l'initiative qu'on a prise avec Enedis de proposer, de mettre à disposition des programmes, des mentors, des profs pour aller enseigner les techniques dont on a besoin dans les classes. Il n'y a pas que ça. Il y a deux autres leviers. Il y a la question de l'assiette. Pas pour manger, c'est en fait, il faut qu'on aille recruter des gens dans les secteurs dans lesquels on ne recrutait pas. Et ce n'est pas que les gens qui sont éloignés de l'emploi, même si on le fait. En France, on a des secteurs industriels qui stagnent, donc qui décroissent. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas embaucher un électrotechnicien à tout prix. Il faut embaucher quelqu'un qui soit capable de l'être. Et après, que les entreprises, elles assument de faire une forme de formation initiale complémentaire. C'est un peu la VAE inversée, c'est-à-dire on prend une base quand même qui soit un peu en lien, parce que on prend de la capacité et on assume, et c'est ce qu'on va faire nous, sur un campus, donner une forme de formation complémentaire pour que les futurs salariés ou ceux qu'on a déjà donc embauchés soient formés aux techniques qu'on met en œuvre chez nous. Voilà. Et pour la petite histoire, chez RTE, il n'y a plus de propositions d'embauche pour les ingénieurs. C'est Bac+5, scientifique et technique. Voilà. Mais les sciences et les techniques, c'est pas que l'électrotechnique. Voilà. Et puis le dernier levier, pour finir de mettre les pieds dans le plat, c'est que les packages de vie dans l'entreprise, il faut qu'ils soient sympathiques. Parce que c'est pas le tout d'embaucher des gens, mais en fait, il va falloir qu'on les garde longtemps et le plus longtemps possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire défendre une cause qui plaît à nos salariés et en parler. Ça veut dire bien les payer. Donc, ça parle de salaire. Ça parle de flexibilité du travail, parce qu'il y a une appétence au télétravail. Alors, pas tout le monde. Mais on parle de semaine des 4 jours. Ça devient de plus en plus... Il y a des sujets... il y a de belles expérimentations. Il y a des sujets de RSE. Et enfin, j'insiste, je pense que, et c'est ce que nous faisons nous, il faut qu'on sache proposer à ceux qui sont chez nous de pouvoir changer d'activité professionnelle et leur permettre de se réorienter au sein même de l'entreprise si ils ont des nouvelles appétences. Je crois qu'on n'a pas les mêmes goûts à 20 ans qu'à 35 ans. Et donc, il faut qu'on offre ça, avoir des entreprises, dès lors qu'elles sont grosses, qui permettent d'offrir d'autres solutions que de rester dans sa micro-filière technique. C'est être une forme d'entreprise des choix
Moi, j'y crois beaucoup. C'est un excellent élément de fidélisation. En plus de ce que j'ai dit, le bien-être au travail, le salaire, et être conforme aux souhaits de l'époque, puisque c'est ça l'enjeu pour qu'on garde les gens. Il s'habitue au fait que quand on reçoit un futur embauché chez soi, on répond plus à ces questions finalement qu'on en pose, c'est ça? C'est un petit changement maintenant dans la façon de mener des entretiens d'embauche. Il y a effectivement un peu de ça, pas encore complètement, mais vous avez raison, ça commence à poindre. Frédéric Petit, alors. Oui, un rebond là-dessus, en fin de compte, on a besoin effectivement d'être attractif, et peut-être deux éléments illustratifs. Il y en a un par rapport à l'usine, notamment pour les femmes, hein, parce que dès le début, on s'est dit que les femmes elles risquaient de faire de l'autocensure et pas postuler sur des postes qui leur sont destinés. Donc ça, on a fait avec Pôle emploi des séquences dédiées rien que pour les femmes. Et aujourd'hui, dans l'usine, sur les lignes de production des pales, c'est plus de 30% de femmes. Donc c'est pas suffisant, mais c'est déjà, on se dit quand même, si on n'avait pas fait ce travail pour attirer les femmes et leur dire que c'est les métiers dans l'industrie, il y a des beaux métiers et qu'elles ont toute leur place, on ne serait pas sur ce taux. Et puis on a eu un point aussi de vigilance sur un métier qui est en tension, qui est le métier de technicien de maintenance pour l'éolien, sur l'éolien terrestre. Et donc on s'est dit, comme on recrute plus d'une centaine de techniciens pour l'éolien en mer, qu'il ne fallait pas rajouter de la tension à la tension. Et en même temps, l'éolien en mer attire. Donc là, avec l'UMM et les régions, donc en Normandie, en Bretagne, enfin les lycées, donc lycée de Fécamp et l'Oudéac, et puis maintenant dans l'Est, on a mis un programme justement pour attirer vers ces métiers de la maintenance éolienne. Donc on les remet à niveau. Donc là, par un programme OPCO, UMM, et puis après, on les prend en contrat de professionnalisation. Donc on l'a déjà fait l'an dernier. Donc l'an dernier, on a réussi à attirer 24 personnes, donc deux sessions de 12. Cette année, donc c'est élargi au Grand Est, donc 36 personnes. Et c'est finalement, on fait aussi un constat qui est on va dire, qui n'est pas une mobilité des personnes complètes. Donc on l'a constaté, et donc finalement c'est pour ça qu'on l'a élargi. Par exemple dans le Grand Est, on attire avec l'éolien en mer, mais après on leur dit leur métier de technicien de maintenance pour les éoliennes, il sera juste à côté de chez vous, et donc il y a un cycle de formation, et c'est des programmes qui fonctionnent bien pour attirer des nouveaux profils vers ces métiers enrichissants. Merci beaucoup. Moussa Camara, très concrètement, alors vous ne travaillez pas encore, je crois, avec des entreprises de la filière électrique, ou pas que je sache. Qu'est-ce que vous pourriez proposer ou mettre en place, ce que vous faites déjà dans d'autres entreprises? Déjà, la chose nous on développe sur l'employabilité avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est des programmes un peu, pas sur mesure, mais où on va sourcer des jeunes qui sont, et des moins jeunes parfois, qui sont à la recherche d'emploi ou qui ont l'envie. On suscite en eux une envie, on construit un programme pédagogique sur la formalisation, sur la posture, sur l'environnement, sur la confiance, sur la légitimité. On prend les salariés de l'entreprise qu'on accompagne, qui ne sont pas forcément des formateurs, qu'on accompagne sur une partie un peu pédagogique, qui eux vont enseigner le métier. Ça dure 4 à 6 mois, et à la fin, pendant la fin du programme, ils sont recrutés en CDI, parcours d'évolution de carrière avec 1 an de suivi, ce qui représente 300 personnes par an. On a fait ça dans les métiers de l'hôtellerie, de la communication, du digital, de la livraison, du transport, de la restauration, dans plein de secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on voit, avec le recul qu'on a, quelques années après, c'est des jeunes qui sont totalement intégrés dans l'emploi, qui, grâce à ça, ils ont pu décohabiter de chez leurs parents, acheter leur logement, avoir une voiture. Décohabiter de chez leurs parents, c'est une belle expression, j'aime beaucoup. Bah oui. C'est ça. En gros, voilà, ils ont fait leur vie, ils se sont émancipés économiquement, et en même temps, ils évoluent dans l'entreprise parce qu'ils sont formés quotidiennement, et ils évoluent. Il y en a certains qui prennent des responsabilités, qui ont changé de poste, et c'est très important parce que ce qu'il faut expliquer aux jeunes, c'est que vous rentrez dans une entreprise, mais vous pouvez aussi, dans l'entreprise, commencer un poste, changer, évoluer. Voilà, les compétences transverses, je crois que monsieur en parlait, et c'est important parce qu'on arrive avec une compétence, mais on peut aussi évoluer. Tout à l'heure, vous avez parlé de quand les jeunes sortent plus tard du système scolaire parce qu'ils ne veulent pas travailler tout de suite. Moi, je pense qu'il faut essayer aussi que l'éducation nationale soit beaucoup plus flexible
en permettant aussi aux jeunes et aux élèves de faire des allers-retours, de passer leur diplôme en bac pro, de commencer en entreprise peut-être 2 ans, de revenir après, et ça, de plus favoriser les allers-retours qui peuvent aussi, à un moment donné, quand on est en pleine réflexion et pleine recherche, de tenter plein de choses qui, à la fin, peut-être vont nous intéresser ou pas nous intéresser. Mais généralement, quand on sort du circuit scolaire, on ne revient plus jamais. D'expérimenter, voilà, de pas avoir tout de suite la porte bloquée. Merci pour ce témoignage. On arrive déjà à la fin. Christine Gavini-Chevet, je vous laisse peut-être réembarquer tout ce qu'on s'est dit, ne pas opposer aussi les types de formations. On a besoin, comme de toutes les énergies, besoin de tous les types de formations, c'est important. Quels sont les leviers importants selon vous en tant que rectrice ? Peut-être, oui, c'est bon. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, notamment sur l'orientation. Je pense que j'ai envie de vous dire, je vous invite, il y a 86 lycées professionnels dans l'Académie de Normandie. Choisissez-en un au hasard. Et je vous inviterai pour écouter les jeunes de la voie pro. Et vous verrez qu'ils ne sont pas tous en orientation subie et malheureux et pas insérés. Je pense que c'est très important de le dire. Justement, oui. Justement parce qu'on est en train de dire qu'on a des problèmes d'attractivité. On est en train de dire que beaucoup de jeunes ne se dirigent pas vers ces filières professionnelles, filières technologiques, parce qu'elles ont une mauvaise image. Donc, je pense que la première des choses, c'est de dire que dans les lycées pro, on fait du bon travail et que les élèves n'y sont pas tous vraiment extrêmement malheureux et, je dirais, dans une voie sans issue. Je pense que ça fait partie des messages qu'il faut qu'on arrive à donner parce que sinon, évidemment qu'après, on ne pourra pas restaurer l'image de ces lycées. Maintenant, on a une réforme et cette réforme, elle va évidemment dans le bon sens, elle va évidemment pallier les difficultés qui restent et que personne ne nie, des difficultés d'insertion d'un certain nombre de nos élèves parce que on a des problèmes d'attractivité sur les filières industrielles, elles sont majeures. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure de la carte des formations qui évolue. Je crée tous les ans des filières chaudronnerie, des filières chaufferie, des filières soudure, et j'ai du mal à avoir des élèves. Et donc, parfois, je suis obligée de les fermer, faute de candidats. Et en particulier, bien sûr, ça a été dit, mais je le redis, nous n'avons pas de filles. Nous devons gagner la bataille des filles dans les filières scientifiques et industrielles. Si on gagne cette bataille, on aura gagné la bataille des compétences. Nous, quand on fait nos projections en termes de, je dirais, de chiffrage de ce qui manque dans ces filières, si on a des filles, si on a beaucoup de filles, on a gagné, on n'a plus de problème d'attractivité, on n'a plus de problème pour trouver des jeunes pour ces filières-là. Donc c'est vraiment un enjeu absolument majeur. Donc nous, on fait beaucoup de choses dans l'Académie de Normandie. Alors les passerelles, elles existent, je le rappelle. On n'a pas attendu, je dirais, ce genre même les réformes. On a fait une réforme déjà en 2018, on en fait une actuellement. Et les passerelles existent pour que nos jeunes, bien entendu, ne soient pas complètement enfermés dans une filière. En seconde, depuis 2018, on travaille par famille de métiers. Et donc un jeune, pendant toute l'année de seconde, se forme à plusieurs métiers en même temps jusqu'à ce qu'il fasse son choix en fin de seconde. C'est une passerelle. L'autre passerelle, c'est le retour, la possibilité de retour indéfinie du jeune lorsqu'il échoue, lorsqu'il n'est plus motivé. Et la réforme de la voie professionnelle portée par Carole Grandjean, elle a un très grand volet décrochage. Lutte contre le décrochage, prévention du décrochage. J'ai eu l'honneur de présider le groupe de travail qui a travaillé sur ces questions. Et donc, un certain nombre de mesures sont prévues, et notamment une mesure à laquelle je suis très attachée et qu'on fait avec le ministère du Travail, qui s'appelle Tous droits ouverts. C'est une mesure qui va permettre à tous les élèves qui le souhaitent de passer d'un statut à l'autre, et Dieu sait que c'est difficile, hein. On est sur 2 codes juridiques différents, code du travail, code de l'éducation, donc un élève pourra passer souplement du statut d'élève au statut d'apprenti, par exemple. C'est quelque chose qui est difficile parce que juridiquement, vous le savez, on passe d'un statut d'élève à un contrat de travail, un contrat d'apprentissage. Nous allons le faire. Il faudra 4 mois, l'élève sera protégé par son statut d'élève, qui est le statut finalement le plus protecteur, qui va l'amener jusqu'à son contrat d'apprentissage. Et ce sont des choses que nous menons à bien. Elles ont déjà été expérimentées dans 4 lycées de l'Académie de Normandie. Elles seront généralisées à échéance de la rentrée 2024. Allez, très court. J'ai 2 messages très courts. Un, je ne voudrais pas que ni Monsieur Camara ni moi on ait laissé penser quelque chose qu'on n'a absolument pas dit. On a dit exactement le contraire. On salue l'excellence de nos lycées professionnels et c'est un enjeu fort pour la filière énergétique. On dit simplement... C'est bien de le préciser. Oui, non, mais on le dit, mais avec force.
Non, on l'a dit très clairement. Il faut pas. On l'a dit très clairement. Ce qu'on a dit, c'est que beaucoup d'élèves sont aujourd'hui dans des filières générales sans s'être posé la question d'aller ailleurs, et que l'inverse est vrai, et que la vraie orientation, c'est celle qui ouvre les perspectives et ouvre les possibles en connaissant la réalité des métiers. La réalité sociologique des lycées généraux et des lycées d'enseignement professionnel prouve que aujourd'hui, le choix, il n'est pas vraiment choisi. Et le deuxième message, il est pour les entreprises, parce qu'on n'y arrivera pas si les entreprises elles-mêmes, les filières, ne jouent pas le jeu. Beaucoup jouent le jeu. Beaucoup s'ouvrent aux stagiaires, aux découvertes, à l'apprentissage et à la voie professionnelle. Mais vous avez même soumis les aides aux entreprises voilà, exactement, au c'est ce fait que j'allais dire. d'accueillir des... Ah, ça, j'ai trouvé ça assez gonflé, mais c'est bien. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, les entreprises, à juste titre, nous disent on a besoin de plans de formation et sur mesure, on a des dispositifs importants qui existent là-dessus. Par contre, une entreprise qui dit « moi, j'ai pas le temps de m'occuper de stagiaires, d'accueillir des élèves découvertes de 3e », on refinancera pas la prochaine fois un plan de formation. Et ça, c'est la mécanique un peu contraignante. Mais la mécanique positive, c'est que les entreprises qui donnent un peu de temps avec leurs collaborateurs pour aller donner des conseils à des jeunes, pour les accueillir, pour les écouter, eh bien, ils seront valorisés par un système de badge numérique qui valorise le collaborateur parce que, notamment dans les CV, je crois beaucoup à la certification par le badge numérique. Il faut sortir parfois du tout diplôme et valoriser dans les CV ce type de badge. C'est une façon de dire que le collaborateur, il sait transmettre, il a une capacité à aller vers les autres, etc., ce qui est valorisable sur un CV. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on n'a pas le temps pour les questions maintenant, mais les questions se feront de façon informelle pendant le déjeuner, puisque vous êtes tous avec nous. Merci pour cet excellent débat. Je pense qu'on peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup.